pleasure to me, and I'ma make sure no man ever measure to me like running deep. Bonsoir à tous et bienvenue dans mon live, comme tous les mardis soirs. Ce soir, on va parler de Tesla, de ses derniers résultats et de sa stratégie pour 2022. C'est parti. Donc c'est basé sur vos choix au final. J'ai fait un survey sur Twitter. On va pas aller passer directement sur la live scène. Pour vous montrer mon écran, on est sur ma page Twitter. Et donc j'ai fait un survey, c'était fin de semaine dernière, où j'ai demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute ce mardi. En gros, il y avait encore les mêmes choix que la dernière fois, plus un nouveau, vu qu'on avait déjà parlé du lancement de la F1 2022 mardi dernier, et quand je sortirai la vidéo, quand ce sera prêt, bientôt. Donc il y avait soit un sujet sur l'analyse business stratégie, sur ma dernière analyse que j'ai faite pour une entreprise, à savoir le business plan, blablabla, blablabla, sur les différentes méthodes de gestion de projet, car j'ai fait un post là-dessus qui était plus ou moins intéressant, qui arrivait deuxième au final. J'ai cru que j'allais parler de ça, mais au final non. Ce qui a été préféré, c'était de discuter des résultats, les derniers résultats de Tesla, donc pour le dernier trimestre 2021, donc Q4. Et la dernière annonce de Tesla, alors je pense qu'il y en a eu d'autres, mais la dernière en date sur laquelle j'ai fait un post qui parlait de 2022, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Et voilà, et l'autre chose c'était leadership engagé, mais ça n'a pas eu de succès. Donc on va passer directement sur le post que j'ai fait sur ma page Facebook. Donc si on regarde, c'est un post que j'avais fait en... Eh ben il est où ? Eh ben il est pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je trouve plus. Attendez, on va y arriver. 2 secondes. C'est n'importe quoi. C'est pas ça. C'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai jamais demandé à voir ça, moi. Eh ben on va rester à ce niveau-là, ok ? Donc j'avais fait un petit post là-dessus qui a eu pas mal de succès. Certes, c'était sponsorisé, mais on voit... Ah ok, il y a eu plus de 20 pouces. Beaucoup de gens qui étaient aigris et d'autres qui se sont marrés, mais ça a quand même fait 49 commentaires. On a pu beaucoup discuter au final sur ce sujet-là, en bien et en mal. C'est assez impressionnant. Mais en gros, qu'est-ce que je disais dans ce post ? Ok. Elon a communiqué la suite de l'annonce des résultats du 4e trimestre 2021. Il n'y aura pas de nouveau modèle Tesla en 2000... Waouh ! Non. Arrêtez. Il n'y aura pas de nouveau modèle lancé en 2022. Et donc ce ne sera pas avant 2023. Et donc la question c'est vraiment pourquoi ? Pourquoi une telle décision, sachant qu'en 2021, Tesla a vendu pratiquement presque 1 million de véhicules, ce qui était un record. En 2020, ils avaient vendu 500 000. Et là, avec la continuité du modèle 3 qui a été un succès, qui est encore un succès, et le lancement du modèle Y, ils sont arrivés pratiquement à 1 million. Exactement, si j'ai les chiffres là, on parle de 936 772 véhicules immatriculés, donc vendus en 2021. Ce qui est assez énorme, si on compare comparé à 2020 et comparé à même d'autres constructeurs, si je regarde un peu mes notes, ou si je regarde l'article tout simplement. Ce qui représente quand même le modèle 3 et le modèle Y, 911 208 exemplaires, soit 97% de la production. Donc en gros, le modèle S, le modèle X, ils ont été mis de côté, on n'en parle pas beaucoup. Et la preuve, pour 2022, ils ont mis un temps d'arrêt sur la vente en Europe, en tout cas, des nouveaux modèles S et des nouveaux modèles Y qui ont été restylés. La raison pour ça, c'est que, en gros, ce qui a été annoncé, c'est qu'en effet, il y a toujours cette crise des terres rares qui permet de produire les batteries. Non, qu'est-ce que je dis ? C'est pas les terres rares, c'est tout ce qui est composants semi-conducteurs, excusez-moi. De tous les composants semi-conducteurs, qui fait que Tesla a voulu se concentrer sur les modèles qui se vendaient bien, donc les modèles 3 et Y.
Ce qui au final résume un peu le pourquoi de ne pas faire de nouveaux produits en 2022, de créer de nouveaux modèles. Donc par exemple, excusez-moi, on attendait beaucoup toujours du Roadster, du fameux Tesla Roadster avec des propriétés de malade et compagnie. Si vous voulez, je vous montrerai une photo de ce que c'est, si vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est assez énorme. On irait sur le site Tesla directement pour voir, je sais pas s'ils ont... Non, ils ont carrément enlevé. Enfin, je retrouve un lien pour voir toutes les specs du Roadster. Il y avait donc, ils voulaient aussi lancer le modèle compact, encore moins cher que la modèle 3, dont beaucoup de gens attendent quelque chose. Parce qu'il sera plus accessible et ce sera toujours une Tesla avec tous les avantages que ça mène, donc le réseau de superchargeurs, la technologie et autres. Il y avait le Cybertruck où toutes les précommandes ont été soldées, où il y en a un nombre énorme, je sais pas combien, mais bon, c'était un succès déjà rien que pour les précommandes, mais qui n'est toujours pas en production et qui ne sera pas en 2022. Le camion aussi, qui est dans les cartons, mais ça, j'y crois pas trop, et c'est un peu plus compliqué, ainsi que le Roadster. Et c'est ce que j'explique un peu dans mon post. En gros, au lendemain du nombre de ventes de véhicules et du chiffre d'affaires record pour la marque, tous les voyants sont au vert pour que Tesla continue son ascension. Et ça, c'est clair. Mais le fait qu'il y ait des problèmes sur les semi-conducteurs, qu'il y ait un manque de ressources, c'est quand même beaucoup plus compliqué, ça demande des investissements pour lancer un nouveau modèle, et du coup ça peut être gênant en termes de chiffre d'affaires pur et en termes de revenus. Parce que si on regarde sur l'exercice qu'a fait Tesla en 2021, je crois qu'ils ont un bénéfice de 12%, et ce qui est assez énorme pour un constructeur automobile, et ce qui l'amène directement au rang des constructeurs premium, alors que ça fait même pas longtemps que Tesla est connu, quoi. Je crois qu'ils sont... Ils ont commencé avec le premier Roadster qui était un gros échec. Ils ont lancé le modèle S. Mais le premier Roadster, si je dis pas de bêtises, il a été lancé en 2008. Et 13 ans après, ils sont devant Volvo. Volvo qui est bien plus vieux, qui a été lancé en 1972. Alors certes, c'est pas une référence. 1972, si je dis pas de bêtises? Non, 1927. Complètement à la masse. 1927, ce qui n'a rien à voir. Ok, c'est pas une référence, Volvo ça marche bien quand même, ça a été racheté plusieurs fois, mais quand même, ils ont dépassé Volvo alors qu'ils sont beaucoup plus jeunes. Et si je regarde d'autres chiffres, ouais, c'est ça, c'est bien 12% de marge, ce qui est assez énorme. Ouais, on m'entend bien le micro. Ce qui est assez énorme, Mais voilà, l'annonce a été faite, pas de nouveau modèle en 2022, comme j'ai encore déjà dit. Voilà. Si je continue à lire ce que j'ai décrit, elle est considérée comme un constructeur premium par les autres grands constructeurs. Certes, la crise du Covid et les semi-conducteurs ne sont pas à négliger, mais Elon décide de temporiser. Pas de compact, ni de pick-up ou autre camion, et encore moins de Roadster. Et j'avoue que le Roadster, moi j'attends vraiment que lui, quoi, parce qu'ils annoncent une autonomie de malade, de plus de 1000 km d'autonomie avec la batterie. Mais je pense que derrière ça, il y a un vrai défi technique pour atteindre cette autonomie. Parce qu'il devait déjà annoncer cette autonomie avec la modèle S Plaid Plus. Et au final, il a décidé que c'était pas nécessaire de le faire, que la modèle S Plaid suffisait. Donc là, c'est de la com, mais je pense qu'il y a vraiment un défi technique derrière qui empêche Tesla de produire ce genre de modèle avec cette capacité de batterie, donc d'autonomie. Et donc, la question, c'est pourquoi ok, on a des éléments, mais ce qui est intéressant, c'est peut-être de creuser un peu plus et de voir qu'est-ce qui se cache derrière. La compacte, il y a un réel marché, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui attendent ça, c'est encore plus accessible, donc plus que la modèle 3, donc normalement, ça devrait encore mieux se vendre. Voilà, atteindre un plus grand marché, mais certainement moins rentable, sûrement aussi. Et demande plus de lignes de production. En fait, le problème, il est là aussi, c'est clair, c'est que, ok, on fait la compacte, mais ça veut dire que soit il faut encore investir pour faire des nouvelles lignes de production, sachant que la Giga Factory de Berlin, elle met du temps à ouvrir, ils ont des bâtons dans les roues avec le gouvernement allemand, et enfin, ils arrivent à la sortir, ce qui prête un atout, mais c'est déjà un besoin actuel pour les modèles Y et 3. Il y a une tellement forte demande que cette Gigafactory est juste là pour le combler. Donc si au final on va réserver certaines de ces lignes à de nouveaux modèles comme la compacte qui ira
fort potentiel. Je pense qu'on aura le même phénomène qu'avec les modèles S et X. Il se vendra beaucoup plus de compacts au final que de modèle 3. Et comme je l'ai supposé, la compacte sera certainement moins rentable que la modèle 3. Donc au final, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de nécessité vraiment business de le mettre, à part avoir une image de marque et élargir son marché. Mais pour ça, il faut quand même, encore une fois, comme je dis, plus de lignes. Et si on n'a pas plus de lignes, je pense pas que ça vaille le coup. Si on continue sur mon analyse que j'ai faite, on parle du Cybertruck, le fameux pick-up, où lorsqu'il a été, il y a eu une démonstration qui a été faite, a été un fiasco, hein, celui-là qui avait blindé et tout, patati patata. Je vous laisserai regarder la vidéo, il y a une vidéo du lancement, peut-être que je mettrai le lien dans mes vidéos que je mettrai sur YouTube, sur cette vidéo-là, en particulier. Il y a donc pareil, il y a une forte demande, surtout aux US, donc le marché est déjà beaucoup plus restreint. Certes, c'est sûr que même en Europe, je pense que ce pick-up marchera. Je connais pas les dimensions, j'ai pas assez d'informations là-dessus, je me suis pas renseigné tout court. Mais je pense que c'est sûr qu'en Europe, il y a des gens qui vont le prendre aussi. Est-ce que ça vaut le coup de l'importer en Europe pour peu de demandes? Faut voir. Je pense qu'ils ont fait l'analyse en regardant que ça ne vaudra pas le coup. Si vous regardez les pick-up qu'il y a ici en Europe, il y en a quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns qui osent acheter des pick-up parce que ça leur plaît, même si c'est compliqué. Donc, à mon avis, il y en aura plus pour un pick-up électrique. Mais je pense pas que ce soit rentable. Je crois que c'est ce que j'ai écrit. Hein. J'imagine pour l'investissement de son acheminement et son SAV, c'est clair. Pour son SAV et tout ça. Il y a le camion, et c'est un marché à part. Certes, je pense à fort potentiel. J'ai pas regardé plus que ça. Mais c'est pas du tout le même marché. C'est pas du tout le même mode opératoire pour un utilisateur. C'est plus adressé à des compagnies sur des besoins spécifiques. Ce sera pas le même comme je dis, ce sera pas le même mode d'utilisation, tout simplement. Parce que j'ai entendu dire qu'au final, ce serait vraiment intéressant d'avoir des camions électriques pour des camions qui font toujours le même trajet, en aller-retour. Pas des camions qui vont aller d'un point V, genre Saint-Étienne, pour aller en Pologne, puis après aller au Luxembourg, puis après en Espagne. Non, c'est vraiment pour des trajets beaucoup moins longs, je pense, et réguliers. Donc vraiment un marché spécifique. Et une infrastructure, matériel, ressources et process supplémentaires. Donc c'est pareil, là il faudra une infrastructure pour le SAV, justement pour s'assurer que les relais que feront ces camions en aller-retour, il y a assez de bornes pour recharger, de puissance pour recharger. Donc ça demande des installations en plus, c'est ce que je veux dire, plus ou moins. Et le Roadster, qui à part au final amener une image de marque, très forte certes, parce que là, il va tout atomiser. Mais au final, la modèle S Plaid le fait déjà, avec ses performances actuelles. C'est l'une des voitures du top 10 les plus performantes au final dans le monde, qui bat même des voitures de compétition. Donc pourquoi amener le Roadster, qui est compliqué à mon avis à finaliser en termes de technologie, qui ne sera pas là pour faire de la rentabilité, pas du tout. Ce sera vraiment que pour de l'image, pour dire, regardez ce que fait Tesla, ils font des supercars aussi, qui tuent toute la concurrence. Mais actuellement, Tesla déjà, ça c'est mon avis, et c'est ce que je vois, les chiffres parlent, Tesla tue toute la concurrence, que ce soit électrique, et même thermique au final. Certes, encore une fois, c'est pas le même mode opératoire, ils ont augmenté l'autonomie, et des performances de dingue, elle fait du 300 km/h, les Euro 100 en 2 secondes 1, mais à ce stade-là, presque on s'en fout, même si c'est la meilleure. Il faut surtout regarder les Euro 200, je ne me rappelle plus des chiffres, mais c'est aussi assez impressionnant. Donc même les super sportifs du côté électrique ne feront pas ça. Hein. Quand on parle de Porsche, de vie, on parle pas de qualité de conception, hein, ni de... Je sais plus comment on appelle ça. Attendez, je cherche le mot. Finition. De finition, on parle pas de ça. Et je crois que c'est ce que je dis au final, amener une image de marque très forte, mais n'apportera pas un gros chiffre d'affaires en termes de performance. Voilà, le modèle S Plus fait déjà ce qu'il faut. Et les 1000 km n'est pour l'instant toujours pas vérifié atteignable. Donc voilà, beaucoup pensent que compact est une erreur pour Tesla. Voilà. Donc en gros, ne pas se lancer sur le marché des compacts, on peut penser que c'est une erreur au final parce qu'il y a un réel besoin et que la concurrence va les rattraper, parce que maintenant il faut savoir que tous les constructeurs automobiles font des voitures électriques, tous.
Bon, il y a déjà Renault avec la Zoé, mais maintenant ils font même la Mégane et d'autres véhicules. Alpine va devoir faire que des voitures électriques, si je me rappelle bien, selon l'annonce du PDG de Renault, Luca Di Meo, avec son fameux Renault Lution. On va pas en parler plus. Volkswagen avec ce nouveau véhicule électrique compact, je connais même pas le nom parce que ça m'intéresse pas. Il y a toutes les japonaises, il y a même les coréennes, Peugeot, Opel, Citroën. Je cite les grandes marques. Il y a même MJ du côté Angleterre. Je sais plus à quel groupe ça appartient. MG, et pas MJ, MG. J'essaie de toutes les dire parce que c'est hyper important, je pense, pour se rendre compte du contexte dans lequel on se trouve maintenant sur le marché des véhicules électriques, qui est en plein essor, où Tesla éclate tout, pour vraiment être précis, et tous les autres constructeurs essayent de prendre des parts de marché, essayent de suivre. C'est vraiment une course à présent. Et Tesla est en tête, mais pour rester en tête, ils doivent continuer. Et après, si je peux encore citer d'autres noms de véhicules électriques, de marques qui font des véhicules électriques. BMW n'en fait pas. Ils en font pas des totales. C'est que des hybrides, mais ils sont prévus de faire aussi des électriques. Et puis il y a des annonces chez tous les constructeurs allemands que d'ici je sais plus combien, 2030 ou 2040, il n'y aura plus que des véhicules électriques vendus. C'est un grand message, c'est énorme. Je pense... Ça, c'est, à mon avis, c'est juste pour être tendance, pour être dans la méga trend de tout ce qui est environnemental, écologique. Ils sont obligés d'y aller. Toutes les grosses entreprises sont obligées d'y aller. Et ça, j'en parlerai plus tard dans un autre sujet. C'est l'un aussi de mes cours d'exécutif MBA. On parle de ça. Et on nous a montré l'exemple justement de BMW qui faisait la modèle Circle, un truc comme ça. Circulaire, voilà. Le véhicule circulaire, la pub est déjà passée à la télé, où la voiture ne ressemble un peu à rien, mais il montre juste qu'elle est faite de plein de composites qui sont recyclés au final. Tout ce qui constitue le véhicule au final peut être recyclé et a un cycle de recyclage au final dessus. Donc BMW, c'est pas pour tout de suite. Mercedes, ils en font plein maintenant. Il y a le GLA électrique qui est pas terrible, qui est beaucoup plus cher, certes a une super finition, mais d'un point de vue performance, c'est pas terrible pour le même prix, même pour un prix bien plus élevé que la Model 3 par exemple, en termes de technologie et autres. Pour vous donner des exemples, parce que j'avais regardé à un moment donné pour en prendre une, en gros pour le modèle de base, alors ce qui différencie Tesla des autres constructeurs, c'est que Tesla fait ses propres batteries et conçoit ses voitures pour être électriques, alors que par exemple le GLA, ce n'est pas le cas, c'est basé sur un modèle essence et ils l'ont transformé pour faire un modèle tout électrique. Du coup, il n'est pas forcément super bien adapté pour. Et du coup, on se retrouve avec un véhicule qui, si on prend le modèle de base avec peu de puissance, peut aller à 160 km maximum, autonomie maximum de 400 et quelques kilomètres, c'est ridicule. Pas de réseau de superchargeur. On peut charger à la maison, mais avec un chargeur qui est beaucoup moins puissant, un chargeur intégré à la voiture qui est beaucoup moins puissant que celui de la Tesla. Donc, quand on charge à la maison, ça met beaucoup plus de temps. Ça n'a pas d'avantage, quoi. Il n'y a pas la conduite assistée, à part la gueule et le look du véhicule et sa finition, ça apporte rien de plus. Et en plus, c'est plus cher. Donc, ça vaut vraiment pas le coup. C'est vraiment s'embêter pour rien. Et une Model 3 vaut largement plus le coup. Ça en vaut beaucoup plus la chandelle. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a même des Seat qui sont aussi électriques. Je suis italienne. Je crois que j'ai fait tous les constructeurs. Donc tout le monde y est. Oui, il y a même les américaines. Ford en fait avec le Ford Mustang qui est l'aberration. Un 102 SUV qui reprend le nom de la Mustang juste pour dire que c'est fun et c'est compète et que c'est sportif. Alors que c'est un SUV parce qu'ils peuvent pas faire autre chose qu'un SUV avec un véhicule électrique pour embarquer des batteries dans le faux plafond. Bon, bref, c'est une blague. Donc, ils sont pas là, mais mine de rien, avec les annonces, comme je l'ai dit, des constructeurs allemands, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont dit ce genre d'annonce, mais je n'ai pas écouté, je ne me suis pas informé. C'est une réelle course. Et tous les constructeurs vont tout faire pour rattraper Tesla. Et c'est pour ça qu'on peut se poser cette question légitime, de se dire, mais du coup, qu'est-ce que fait Tesla en 2022 à pas continuer à s'améliorer? Voilà, comme j'en parle, la Gigafactory en Allemagne, ça lui permettra également de digérer son nouveau statut. Voilà, et donc ce que je dis au final,
Je dirais que Tesla essaie d'optimiser sa rentabilité, sachant qu'elle n'est pas loin de son seuil limite de production en attendant la Gigafactory allemande. Et ça, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit un peu plus haut. S'ils peuvent pas produire plus, ça sert à rien de lancer d'autres modèles, parce qu'au final, s'ils font des modèles plus petits, et ce sera moins rentable. S'ils lancent de nouveaux modèles, c'est de nouveaux investissements, donc moins de rentabilité aussi. Et ça prend du temps. Et donc, à mon avis, 2022, je crois que c'est dit dans l'un des articles qu'on peut retrouver sur Internet, c'est qu'en gros, Elon Musk se consacre sur ses modèles existants pour les fiabiliser encore mieux et leur donner une meilleure finition, pour avoir une meilleure expérience pour les consommateurs. Et je pense que c'est une chose qui est assez correcte. Et donc voilà, j'ai mis un lien directement vers, c'est pas ça. Voilà, il est là. Sur les résultats directement qu'on peut trouver chez Tesla. Q4 2021. Modèle S, modèle Y, ça c'est le dernier quarterly, le dernier trimestre 2021. Modèle SX, c'est quoi ça? 17, je connais pas, mais vous regardez, c'est ridicule quoi. 11 000 modèles S et X, alors que modèle 3 Y, on parle de 300 000 quoi. C'est quoi? C'est même pas... Ouais... Non, c'est même pas 1%. C'est même pas 1%. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc en gros, ils en disent pas plus. Je suis un peu déçu, je pensais qu'ils en diraient plus. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est... Quand j'ai publié ce post, ce qui m'intéressait, c'était le partage. Et je fais vraiment ces lives et au final, l'utilisation d'une page Facebook pour partager avec les gens. Pour donner mon avis, dire ce que je connais. Je ne suis pas un expert, je dis jamais que je suis un expert, mais ça me permet aussi de me positionner, de savoir où est-ce que j'en suis sur mes passions, est-ce que je suis assez calé ou pas. Alors je ne vais pas être perfectionniste, mais le but c'est d'échanger derrière ça, derrière mes avis, derrière ce que je pense, derrière ce que j'aime, c'est d'échanger avec les gens. Et les gens me l'ont bien rendu. J'avoue que ça fait assez mal qu'on n'a pas l'habitude, et surtout que c'est pas grand-chose encore à mon niveau. J'ai pas beaucoup de gens qui me répondent. Mais je pense qu'il est intéressant de regarder ce que les gens m'ont plus ou moins dit sur ce post. On va pas s'embêter, on va tous les mettre et on peut pas faire notre tri. Voilà, donc premier commentaire que j'ai eu, je crois. Oui, mais bon, on s'en fout, non? Ça a été pas mal accepté comme réponse. Donc j'ai répondu tout simplement, au final non, pour ceux qui attendaient la compacte, je pense pas, et c'est vrai qu'il y a une réelle demande, je l'ai vu sur les forums, sur les commentaires d'articles liés à cette annonce, c'est pas clair, et du coup ça a amené une discussion, et le pire c'est que c'est sûrement, ah non, autant pour moi, alors après voilà, oui désolé, mais tout le monde peut pas s'acheter une voiture, donc là on parle vraiment d'un problème d'achat, donc c'est pas forcément au final sur la voiture en lui-même, c'est plus sur... la segmentation, la clientèle, qui au final, cette personne, ça l'intéresse pas du tout. Tesla ne l'intéresse pas du tout, même si c'était dans ses tendances ou dans ses likes, je pense, vu que mes posts sont ciblés sur sur les personnes qui aiment les véhicules électriques, qui aiment Tesla tout court. Voilà, je crois que je l'ai mal fait aussi, parce qu'il était pas content que ça apparaisse, alors que lui, ça l'intéresse pas du tout. Mais c'est m'a permis de voir à quel point il y a une fracture énorme, différente qui existe dans notre société. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est qu'il y en a, ils se battent pour avoir un véhicule électrique, qui sont prêts à débourser de l'argent, alors que d'autres, au final, n'ont même pas les moyens pour s'acheter une voiture à 1000 euros. C'est ce qu'il disait. Et il rajoute ceux qui ne peuvent que s'acheter des très vieilles autos qui ne pourront bientôt plus rouler en ville. Ouais, ça fait référence à l'annonce du maire de Paris, si je dis pas de bêtises, Madame Hidalgo, où en effet sur Paris, je crois que ce sera en 2030 ou même plus tôt, il n'y aura plus de véhicules thermiques. Il n'y aura que des hybrides ou des 100% électriques, si je dis pas de bêtises. Et il a raison de râler. Moi j'en veux pas du tout. Il y a Richie qui nous balance, il y a d'autres véhicules compacts que Tesla, il me semble, et je réponds à qui? Je réponds d'abord à Lionel en disant, en effet, je te rejoins sur ce point, c'est bien malheureux, merci de ton point de vue et d'avoir partagé ça. Et d'un côté, voilà, c'est clair, il soulève un point essentiel,
c'est un autre débat, c'est pas le nôtre actuellement. Je sais pas si on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. C'est pas le nôtre actuellement. Mais je pense que c'est intéressant de le souligner, c'est que on peut avoir des passions, on peut trouver ça facile, mais pas trop le mot. J'ai l'impression de faire mon Michael de The Office là. Attention, faut pas que je dise de bêtises. Attention. Mais on n'a pas tous les mêmes moyens, ni au final, ni les mêmes attentes. On va dire ça comme ça. Super bon point de vue, hein, que j'accepte tout à fait. Et il a tout à fait raison. Je vais arrêter de l'afficher parce que c'est pas le but, voilà, de parler trop de lui. Alors par contre, Ricci, elle était au top, tout à fait. Mais Tesla, de manière générale, c'est mon point de vue, qui est aussi partagé par d'autres, propose un bon rapport prix-performance-technologie en termes de voitures électriques. Si on prend juste la comparaison avec le GLA électrique du modèle 3, l'écart est assez énorme. Donc j'en ai parlé déjà en préambule, ou avant de regarder les différentes discussions qu'il y a eu sur ce post, parce que ça va être la finalité de cette discussion, et je ferai une conclusion sur mon point de vue et sur le ressenti des gens par rapport à ce post. Et c'est clair, il n'y a pas d'autres compacts que Tesla, mais actuellement, comme j'ai encore dit, les autres constructeurs ne proposent pas quelque chose de performant en termes de rapport qualité, utilisation, technologie, performance. On n'est pas là du tout. Si on est juste là pour la finition, la beauté, bah oui, là c'est clair, l'intérieur du GLA il est magnifique, la carrosserie elle est magnifique, même si on n'aime pas forcément le look, elle est quand même beaucoup mieux finie qu'une Model 3, surtout qui vient des États-Unis ou même de Chine. De ce que j'ai appris, c'est que déjà, l'usine en Chine qui produit les Model 3 qui sont livrés en Europe a une meilleure qualité de production qu'aux USA, ce qui est pas du tout les mêmes standards. Mais même là, on trouve que c'est perfectible. Et même entre la première Model 3 qui est sortie et la dernière actuelle, il y a une sorte de petit restylage où le contour des vitres n'est plus chromé, mais maintenant il est noir et c'est assez joli. Ils ont changé l'intérieur, l'habitacle, c'est quand même beaucoup plus propre, ça se rapproche... Je crois qu'on est sur une Logan Renault vers là, si je dis pas de bêtises. Parce que je regarde plus les autres voitures, pour être franc, je regarde plus trop ça. Mais je pense qu'on est dans ces eaux-là, sans être flatteur ni péjoratif. Et ça reste un look assez futuriste parce qu'il propose un grand écran, plus de boutons, plus rien, donc c'est cool, j'ai envie de dire, c'est vachement cool. Et pour tout ce que ça amène derrière, il n'y a pas mieux en autonomie, il n'y a pas mieux en réseau de superchargeurs, en termes de technologie, avec les fonctionnalités qu'on peut faire dedans, l'aide de pilotage, blablabla, j'en passe. Et plus quoi. Si je fais une comparaison, je reste vite fait là-dessus. Ok, on va plus parler des modèles compacts, mais faut regarder une modèle S. Je vais regarder sur la modèle S, qui est une berline standard, qu'on pourrait comparer à une sportive, parce qu'au final, elle a plus de 500 chevaux. Vous me direz, oui, il faudra beaucoup de temps pour charger la voiture, oui, il faut plus de 30 minutes pour qu'elle soit plus de 80% de batterie, ça c'est vrai, c'est selon les endroits des chargeurs, il n'y a pas de souci. Et puis au final, c'est quoi? C'est 400-500 km d'autonomie, mais dites-moi si une voiture de 500 chevaux a une autonomie supérieure de 400 km, même une voiture essence, non, ça n'existe pas. Ça vaut une M3. Ça vaut une M3 en termes de... Alors, je parle même pas de la nouvelle modèle S, hein. Moi je parle de celle de 2018 parce que c'est celle que j'ai. Ça vaut une M3 en termes d'accélération, du 0 à 100 ou d'une Audi S4, ouais, ce genre de choses, ou même d'une super sportive. Et l'avantage du modèle 3, c'est qu'elle est hyper polyvalente, quoi. C'est que vous pouvez aller au ski avec. Vu que la suspension peut s'abaisser sur autoroute pour gagner en aérodynamisme et perdre moins d'autonomie, elle peut aussi se surélever lorsqu'il y a de la neige, lorsqu'il y a de la neige, ou des gros-trottoirs, elle se surélève. Et en plus, c'est les 4 roues motrices. Donc, vous pouvez aller au ski avec. Il y a un coffre à l'avant, à l'arrière. Vous pouvez tout prendre. Elle est hyper polyvalente. Vous irez jamais avec une super sportive dans les stations de ski. Ça marche pas. Et donc, c'est ça l'avantage. Je suis déjà monté dans la voiture électrique Porsche. Je sais plus comment elle s'appelle. Je me rappelle plus. Celle qui fait un peu de bruit, là, genre comme s'il y avait un moteur. Soi-disant, c'est pour les piétons, pour qu'ils soient avertis qu'il y a une voiture électrique qui passe.
Et je trouve ça absurde de mettre un bruit de moteur sur une voiture électrique. C'est comme s'ils assumaient pas qu'ils faisaient des voitures électriques. Bah, je suis monté dedans, ouais, c'est hyper beau, il n'y a pas de souci, l'intérieur et tout, l'extérieur, c'est bien fini encore, mais quand on monte dedans, bah, au final, on est comme dans une sportive, on n'est pas à l'aise. Moi, j'ai pas trouvé ça bien, c'est très joli, mais au quotidien, non, moins bien. Voilà, ça c'est mon point de vue, certes, c'est clair. Et voilà, donc pour comparaison, ouais, bah oui, je suis un fan de Tesla au final, mais j'essaie de rester objectif. Et si je continue sur les avis, donc il y a Steve Lowe, comparer Tesla qui a des années, qui a des finitions dignes d'un Dacia, bah tu vois, j'étais pas loin. Mercedes qui est la référence en la matière. Il a pas tant en termes de finition, mais pour tout le reste, non, ça c'est clair. Et je crois que je réponds. C'est clair que la finition n'est pas la même intérieur comme extérieur, mais pour un prix moins cher, plus d'autonomie, performance, accélération, vitesse de pointe, temps de chargement, réseau de chargement, prix du chargement. Ouais, prix du chargement aussi, ça c'est pas à prendre à la légère. La modèle 3, il faut payer au superchargeur. C'est quand même beaucoup moins cher que sur d'autres bornes, surtout Unity où il y a un forfait tout à payer. C'est n'importe quoi. Et si vous avez une modèle S ou X, c'est gratuit. Donc quand vous voyagez, vous payez que le péage si vous êtes en France. Et si vous êtes en Allemagne, en Belgique, en Suisse, vous roulez gratuitement. C'est quand même énorme. Et ça, il n'y a pas d'autres constructeurs qui le proposent aussi. Et ce qui est énorme, c'est que ce qui a été annoncé encore il n'y a pas longtemps, c'est que genre pour les vacances d'hiver, Tesla propose des superchargeurs gratuits. Voilà. Pendant cette période-là. Donc même avec le modèle 3, si vous voulez partir en vacances, vous paierez que le péage. C'est non, ouais. Ouais, si. À Annecy-Montpellier, c'est pratiquement 50 € l'aller. Vous rajoutez l'essence, ça fait plus de 100 balles. Là, vous paierez que 50 € le péage, quoi. Alors qu'avec l'essence, je crois que c'est à 120 même maintenant. Je connais même plus le prix de l'essence. Il a abusé, quoi. Je supporte plus rien que pour ça, ça me fatigue. Et je vous parle même pas de l'entretien qu'il y a derrière. On en parlera une autre fois, mais c'est pas le sujet. Et qu'est-ce que me répond? Ouais, oui, mais ok. Vu la qualité médiocre, ça va donner quoi dans le temps? Et ça, c'est une très bonne question qu'il a posée au final, parce que je m'étais pas rendu compte sur quelle échelle de temps il discutait, il posait sa question. Et donc moi je dis, j'en possède depuis plus de 3 ans, pas de souci, aucun frais. Voilà, c'est ce que je voulais dire, éviter de dire, que je voulais dire dans une autre vidéo, mais je le dis là au final. Entretien, vidange, plaquette de frein, et vu qu'il y a très peu de pièces mécaniques, elle décode très peu, et il y a très peu d'usure, et il n'y a pas de frais d'entretien, rien du tout. Vous pouvez faire 100 000 km avec une modèle S ou une modèle 3, vous allez rien payer du tout. Pas d'entretien annuel qu'on vous dit de faire pour être sûr que votre véhicule marche bien, pour faire traiter les filtres ou même faire des vidanges. Bah non, il n'y a rien. Toutes les 30 km, il y a les freins à faire. Tous les 60, il y a les disques. Bah là, même pas ça existe. Ça n'existe même pas, ça, vu qu'elle freine toute seule dès que vous lâchez l'accélérateur. C'est assez énorme, quoi. Et en effet, dans le marché d'occasion, les modèles... les Tesla ne décodent pas. En tout cas, les modèles S, modèle 3, je sais pas, j'ai pas regardé. Il faudra peut-être que je regarde un jour. Ce serait intéressant de faire aussi un sujet là-dessus. Ouais, 3, mais elle est neuve, c'est clair, elle est neuve. Lui, en fait, au final, il parlait d'une voiture après 15 ans. Et après 15 ans, c'est clair. Bon, je sais pas qui c'est, Christian, il est venu s'incruster, il a pas dit grand-chose. Dacia est mieux fini et les matériaux sont plus robustes. J'en sais rien. Sachant que Tesla garantit ses batteries et moteurs facilement 800 000 km. Et là, j'étais d'accord. En effet. Ah oui, j'allais justement parler de mises à jour quotidiennes qui font évoluer le véhicule dans le temps. C'est clair que ma première modèle S, quand je l'ai achetée, elle n'avait pas toutes les fonctionnalités qu'elle a maintenant. Elle n'avait pas ce design ergonomique au niveau de l'écran qu'elle a maintenant, donc ça évolue tout le temps. Donc en termes de vieillissement, c'est clair que c'est assez ridicule, on la voit pas vieillir, au contraire, on la voit évoluer. Et ça, c'est quand même vachement bien. Mais, c'est clair, après 15 ans, c'est une autre histoire, mais je suis sûr que les Mercedes fassent... Ah ouais. Donc pour moi, il a raison. C'est clair, il a raison. Après 15 ans, une Tesla, je sais pas ce que ça vaut. Surtout au niveau de la batterie. Je crois que c'est garanti 8 ans, la batterie. Donc au niveau de la batterie, il faudra en racheter une, et la batterie ça coûte vachement cher. Alors elle va changer, ça je suis d'accord.
Après 15 ans, je pense que les moteurs seront bons. Ce sera peut-être plus tout ce qui est accessoires, habillage, tout ça, qui aura pris un sacré coup. Sachant que quand même, tout ce qui est Komodo de la Model S dans le passé, c'est les mêmes standards, c'est les mêmes accessoires que Mercedes. Ça, j'en ai pas parlé, mais je le dis maintenant. C'est les mêmes Komodo, hein. Même bouton pour la vitre et autres. Entre-temps, la Model 3, ils sont passés à leur propre design. Et ils ont tout fait pour réduire l'usure. Si vous regardez bien sur la Model 3, il n'y a que 2 Komodo. Et sur la dernière Model S, il n'y a plus rien. Il n'y a que des boutons tactiles. Bref. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je suis en train de lui répondre, au final, c'est que, en gros, certes, avant les voitures des années 90, 80, après 15 ans, ils étaient hyper robustes. Et c'est le rappel que je fais. Mais voilà, je suis sûr que les modèles actuels Mercedes, après 15 ans, ils n'ont pas la même tête que les anciens modèles des années 90 ou 80, après 15 ans. Les modèles des années 80-90, chez Mercedes, et même chez d'autres constructeurs allemands, c'est vrai qu'ils étaient hyper robustes. Je me rappelle, je sais plus quel modèle c'est de la Mercedes qui avait carrément un embrayage de camion, donc inusable. Après 200-300 000 km, bah, il n'y avait pas besoin de le changer, alors que moi, avec ma BMW, je crois que j'ai changé 2 fois. Tous les 100 000 km, je devais changer l'embrayage. Ça m'a amené d'autres problèmes. Quelle bêtise. Voilà, je dis une bêtise. J'ai changé une fois 150 000 km, sauf qu'après, il y a eu le vent le moteur qui commence à dérailler, donc il me l'a rechangé après. Qui a commencé à faire défaut. Mon char d'assaut est de 2003, ça fait 5 ans, et je l'ai à part vidange, pneus, frein, jamais rien fait dessus. Elle tourne comme une horloge. Je suis pas sûr que tu vois encore en circulation en 2041 une Tesla sortie en 2022, c'est clair. Mais c'est ce que je dis sur Mercedes. Et c'est ce que je dis aussi sur BMW, avec leur V6. Et non, pas V6, mais 6 en ligne, comme il a dit. C'est clair que c'était des moteurs increvables. Maintenant, je suis pas sûr que les derniers modèles des marques allemandes tiennent autant que les anciens. Donc c'était un super bon point de vue aussi. Moi j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les réflexions qu'on a eues. Et donc en fait, ce qu'on voit, alors je sais pas comment j'ai fait, j'ai touché des gens qui étaient aussi fans d'anciens véhicules, des anciennes années ou autres, et ils ont pas tort. Mais ça, leur sujet, enfin leur point de vue, ce qui met en avant, moi je pense que ça touche tous les constructeurs actuels, et pas forcément Tesla. Tesla est dedans aussi, c'est sûr, mais pas que Tesla. Tous. Mais super partage. Si on continue, ouais, on a bientôt fini, vous inquiétez pas. Si on continue sur les différents commentaires, Christian qui nous dit: ce que j'en pense bof, ces voitures ne me font pas rêver. Étant réel passionné auto et sport auto, j'ai toujours... Ouais, j'adore ça, je me suis vachement confessé, et c'est la réalité, c'est ma réalité actuelle. Je suis un fervent passionné d'automobile, de sport mécanique, surtout de Formule 1. C'était mon rêve depuis enfance. C'est pour ça qu'aussi j'ai un topic F1 dans mes streams et sur mes comptes sociaux. J'ai adoré le sport mécanique. J'essaie de faire des trucs, des concours. Bon, ça n'a pas marché. J'avais peut-être du talent, mais pas assez d'ambition, de courage, d'argent. Bref, on laisse tomber. Mais au final, quand j'ai dû acheter mon premier véhicule, en faisant le ratio de ce qu'il allait me coûter et de son utilité, bah, j'ai pris un diesel. Toutes mes voitures, ok. J'ai une Clio Renault, certes qui était essence, mais ça on me l'a pratiquement donné. Et quand j'ai pu m'acheter ma première voiture, ouais, bah, c'était une BMW, parce que pour moi, c'était la marque premium qui était la plus sportive, avec une propulsion, c'est énorme, c'était un rêve. Mais j'ai pris un diesel, pas les moyens de payer plus, et puis au quotidien, c'est la mort, payer l'essence c'est mort, ça consomme plus et tout, donc j'ai pris un diesel. Et une fois que ma série 5, avec qui j'avais fait, plus c'était un 2 litres, hein, c'était pas terrible, mais bon bref, avec qui j'avais fait plus de 230 000 km, m'a rendu l'âme parce que je l'ai bien planté, enfin bref, c'est un autre sujet, et qu'il a fallu racheter notre véhicule.
j'y réfléchissais déjà à acheter un modèle électrique. Mais c'est clair, à ce moment-là, vu que je faisais du covoiturage, s'arrêter pour charger, ça ne faisait pas. Et puis j'avais un problème d'autonomie, je connaissais pas cette histoire d'infrastructure, des superchargeurs, blablabla. Mais en me renseignant plus, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas mieux. Il n'y a pas mieux qu'une Tesla par rapport au prix, utilisation. Moi je trouve, ok, c'est une autre façon de fonctionner, c'est plus comme avant, c'est comme si on avait des stations essence tous les 150 km, donc c'est compliqué de penser à ça, c'est pas la même façon de voir la chose, c'est pas le même modèle opératoire, le même mode d'utilisation. Mais pour un prix élevé d'achat, certes, vous ne payez plus rien, vous avez des performances de malade, une technologie de malade, bah, il y a tout à y gagner. J'ai foncé. J'ai jamais eu une voiture qui faisait 500 chevaux. J'aurais jamais pu me payer une voiture qui fait 500 chevaux si elle n'était pas électrique. Parce que, ouais, non, enfin, bref, je parle un peu sur moi, mais parce que avoir une voiture 500 chevaux, en termes de carte grise, en termes d'essence, en termes d'entretien, c'est la mort. C'est pour ça qu'on a même des véhicules, des véhicules d'occasion, qu'on peut les avoir à 10 000, 15 000, qui font 500 chevaux. Et pourquoi ils sont à ce prix-là? Parce que personne n'en veut. Tout le monde veut s'en défaire, parce que c'est un gouffre derrière à entretenir, à rien qu'à entretenir, parce qu'il y a tellement de problèmes, vu que c'est des pièces mécaniques qui sont fortement sollicitées, il y a beaucoup de pannes. Et en essence et en assurance, c'est un gouffre. Et j'en suis arrivé là. C'est clair, pour un puriste, tu prends pas un puriste qui adore la compétition automobile ou le sport mécanique, tu prends pas un diesel, tu prends pas un électrique. Mais quand tu dois faire avec dans la vie du quotidien, bah pour moi, ça a été le meilleur choix. C'est ce que je lui réponds. Bon, bref, il me répond que je suis un troll, que c'est un troll de Tesla, facile de juger, plus de réponse. Et qui c'est? Ah oui. Et Jade, alors elle était énorme, c'est l'analyse la plus comique que j'ai pu lire en 36 ans d'automobile. Je pense qu'avant de vouloir sortir de nouveaux véhicules, promis soi-disant déjà commandés par les fans de la marque, elle parle du Cybertruck, dans ces cas-là, Elon devrait se pencher plus sur la fiabilité et la finition de ces 4 malheureux modèles et reconquérir les parts de marché qui lui échappent un peu partout, même aux États-Unis. Alors, reconquérir, je vois pas ce qu'il a perdu en termes de part de marché. Le type, il est leader dans le véhicule électrique. Je vois pas ce qu'il loupe, à part continuer. Et au final, ce qu'elle dit, se pencher sur... Bon, la fiabilité, bah non. Sur la finition, ça je suis d'accord. De ces 4 malheureux modèles. Mais au final, c'est ce que je dis là-haut, c'est qu'ils se reconcentrent sur ces modèles pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien, qu'il y a une meilleure rentabilité, ce genre de choses, quoi. Et c'est ce que je lui dis. Et je vois pas ce qu'il y a de comique là-dedans, au final. Alors là, ça a été énorme, quoi. C'est ce que je dis là, quoi. Hein. C'est l'une de mes hypothèses quand je parle de se concentrer sur les véhicules mis sur le marché. Je vois pas ce qu'il y a de comique. Vous dites la même chose. Et pour les parts de marché, ils sont numéro 1, donc reconquérir quoi? Si vous étiez bien au fait de l'automobile, sans écouter et lire les paroles de la sirène Musk, vous n'auriez jamais écrit de telle ineptie et votre dernier commentaire signe une ignorance de néophyte. Bah non, faut pas se moquer, mais bon, il y a des fois, surtout quand on se fait attaquer, alors qu'on n'a rien demandé, on veut juste avoir leur point de vue, ils pourraient être objectifs ou même dire ce qu'ils en pensent sans juger directement, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de jugements faciles. Et je réponds, mais qui vous dit que je m'y connais pas dans le secteur automobile? Il y a justement aucune ignorance à reprendre vos propos. En plus, c'est clair, je reprends ces propos, pourquoi je serais censé être ignorant? Mais mes jugés disaient des autres de comics sans concret argument, bref, je crois, on dit que c'est elle qui juge pour rien, quoi. Monsieur l'ingénieur, blablabla, étalez vos idées fanatiques. Ok, je suis fanatique de Tesla maintenant. Votre amour pour les fans ne fait pas de vous le roi de l'ingénierie automobile, donc même moi, ayant passé 10 ans chez Renault Sport, j'éviterai de m'étaler. Bah, juste parce que je suis passionné de F1, j'y connais rien. Alors que j'ai fait des études là-dedans, mais c'est pas grave, je travaille aussi là-dedans, c'est pas grave.
Je vous laisse volontiers avec vos illusions et votre vérité, mais évitez le projet de conseil au milieu automobile. Je vois pas pourquoi. Le problème, c'est que je ne suis pas qu'un ingénieur, et c'est vrai. Je vais pas mettre là-dessus, c'est pas le but, et puis j'en rigole. Et qu'au final, sur l'opinion de la décision d'Elon Musk de ne rien lancer de nouveau en 2023, nous sommes d'accord, c'est clair. Je comprends pas pourquoi elle dit qu'on est en désaccord, elle a dit la même chose que moi. Pensez-vous que je ne puisse pas gérer un projet, un programme, un portefeuille? Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, mon travail, c'est l'expertise en gestion de projet dans différents secteurs, milieux, soit en gestion de projet, de programme, portefeuille de projet et autres. Et donc j'ai jamais eu vraiment de problème à m'adapter, j'ai plusieurs certifications, c'est pas hyper fun, mais non, c'est pas un souci. Pour gérer chez Tesla, je me doute que vous soyez capable. Alors là, j'ai pas répondu. Ou c'était plus tard, bref. Et là, lui il est énorme, mais lui il était pas mal au final. Après il n'y a plus rien d'intéressant, ça se finit. Et qu'est-ce qu'il raconte? Bam, direct il balance les pires voitures jamais construites. Alors à ce moment-là, vu que je répondais déjà à plusieurs personnes, j'ai pas pu m'empêcher de dire ouais, bravo. Surtout qu'il base ça sur rien et il balance ça comme ça gratuitement, sur aucune donnée factuelle, même argument qu'il pourrait avoir sur son opinion, quoi. Encore pire que l'on puisse imaginer. Si vous avez un point de vue, n'hésitez pas. En gros, cela influencera potentiellement la vie globale des consommateurs. Parce que si Tesla est numéro 1, c'est que son produit a une vraie valeur ajoutée et qu'il est bien fait, tout simplement. Et hypothèse en touche, ça sert à rien. Tesla, la pire voiture, mais le marketing de la maison Tesla est absolument imbattable. Tesla vaut aujourd'hui plus que tous les autres constructeurs réunis absolument hors concours. Aucune parole ne peut lutter contre le pouvoir absolu. Et là, je m'interroge énormément parce que je me dis, mais qu'est-ce qui parle de marketing? Tesla ne fait pas de marketing, moi je trouve, à part communiquer sur son réseau social. Elon Musk, on ne voit pas de pub Tesla comparé aux autres constructeurs. Les autres constructeurs, ils sont au taquet, ils sont dans toutes les compétitions automobiles. Tesla, il est nulle part, il fait le Nürburgring, pas de pub. Dans les magazines sport auto ou même à les émissions télé, on voit très peu de Tesla, ils en parlent pas. Et pourquoi ils en parlent pas? Parce que Tesla ne paye pas pour qu'on leur montre la voiture comme les autres le font, où il faut justement ne pas dire trop de mauvaises choses sur le véhicule, parce que sinon, ça passe pas, quoi. Tesla ne fait rien. Marketing, c'est pas leur truc, quoi. Ils en ont pas besoin, c'est ça qui est énorme. Et ce que je réponds, quoi, intéressant. Voilà, marketing, pas de pub, voilà. Et puis je trouve que quand Tesla était au plus bas, avant le lancement de la Model 3, Elon devait diviser les actions, personne n'en parlait. Et j'ai du mal à savoir où était son pouvoir à ce moment. Ah putain, désolé, j'écris un peu mal des fois à ce moment-là. Et c'est clair, c'est que là on dit ouais, il a eu Tesla, et il a un super pouvoir, il a un lobbying, il aidé par tout le monde. Mais je suis désolé, quand Tesla a vraiment commencé, même avec la Model S, il était vraiment dans une grosse galère, quand il avait du mal à créer ses lignes de production pour le Model 3, il était au plus bas, il a failli aller à la faillite, diviser les actions, tout ça. Donc personne n'en parlait, quoi. C'est juste récemment, avec la réussite de la Model 3 l'année dernière, enfin 2020, et le fait que la compagnie de location de véhicules Hertz fasse une grosse commande, et c'est ce qui a fait grimper la valeur de Tesla, qui est dans le top 10 des entreprises les plus cotées en bourse, devant Facebook, si je dis pas de bêtises. C'est énorme. Mais après, oui, c'est volatile, mais c'est quand même énorme. Et je pense que c'est ça qui agace un peu les gens. Mais on n'y peut rien s'il réussit, si ça marche. Quand il était au plus bas, personne n'en parlait, tout le monde... Bref, on va pas dire plus, mais bon, voilà, quoi. Si ces voitures se vendent autant, c'est que c'est un bon produit. On ne peut pas tout mettre sur le marketing. Bon, mais j'apprécie quand même son point de vue. Le but, c'est qu'on partage, comme j'ai déjà dit. Le coût du bon produit, non, c'est absurde. Si Tesla se vautre, cela ne concerne que quelques milliers de personnes qui, de toute façon, ne sauront s'en sortir. Bref, il n'est pas d'accord sur le bon produit. Donc tout le monde est con d'acheter ça. Ça pourrait être gentil. Et ce qu'il annonce, et là, ça annonce quelque chose de pas mal pour la suite. C'est qu'il dit qu'au final, en gros, ouais, bah, si Tesla s'était cassé la gueule, c'est pas grave, c'est pas grand monde. Alors que, qu'est-ce qu'il dit? Si c'est tous les constructeurs qui se cassent la gueule, se vautrent, on se retrouve dans une méga crise mondiale.
Et ça, il a pas tort du tout. Le marketing de Tesla est top. Par contre, voilà, la rentabilité, c'est très médiocre si on regarde l'entreprise dans la durée et qu'on regarde la subvention de la Californie. Ça, j'en sais rien. La rentabilité sur le court terme, ouais, elle est énorme. Sur le long terme, j'en sais rien du tout. J'ai pas regardé. C'est un très bon propos. Et là, il commence à vraiment avoir des bons propos. Les subventions en Californie, j'en sais rien. Ça, je n'ai pas regardé. Pour la rentabilité à long terme, je n'ai pas regardé. Pour la rentabilité à long terme, je n'ai pas regardé. Ouais. Certes, il ne travaille pas sur le marché du SAV, comme les autres constructeurs. Et donc, c'est clair que là, lui, sur le long terme, il y perd comparé aux autres constructeurs. C'est que Tesla, il se fait de l'argent. Là où il se fait le plus d'argent, c'est sur la vente directement. Pas comme les autres constructeurs, au final, il minimise les marges et il compte sur les volumes pour ses véhicules et il se rattrape énormément sur le service après-vente. Ça, c'est vachement connu, on va pas en parler plus. Alors que Tesla, ce sera pas son business. Et donc, c'est vrai que sur le long terme, il gagnera peut-être sûrement moins. Mais il faut savoir quand même que le patron de Volkswagen est quand même admiratif sur la rentabilité de Tesla. Et les deux se rapprochent fortement, justement, je pense, pour faire une sorte de partenariat et gérer le marché de l'automobile par la suite, comme font Coca et Pepsi. C'est l'une des hypothèses. C'est mon feeling. Je dis pas que ça va le faire, mais je suis sûr qu'ils y pensent, les deux. S'ils peuvent faire ça, ils ont gagné. Hein, parce qu'aller détrôner maintenant Pepsi et Coca-Cola, impossible. Quoi que vous fassiez, impossible. Il y a bien des petites productions de Coca qui existent, même si vous avez une recette qui est bonne, vous n'arriverez jamais au niveau de Coca-Cola ni Pepsi. Hein, vous ferez défoncer avant. Il y a Virgin Cola qui avait fait ça 2 ou 3 fois. Alors que Virgin, c'est un gros qui fait plein de trucs. Bref, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais super propos. Mais il me semble qu'ils ont un process de recyclage. Voilà. Donc il y a quand même un process de recyclage chez Tesla. C'est que les batteries qui sont utilisées sur les voitures, normalement, sont utilisées sur les onduleurs pour alimenter des réseaux électriques dans des pays où le réseau électrique n'est pas très développé comme en Australie. C'est ce que je dis. Mais bon. Voilà. Après, pour la crise mondiale, si un seul constructeur disparaît parmi tant d'autres, tout le monde s'en fout. Le cas est valable pour tous les autres constructeurs. Et ça, c'est vrai. Mais lui, ce qu'il voulait avancer au final, et je pense qu'on arrive vers la fin, non, ce n'est pas la question de verser des larmes sur un constructeur, mais de regarder du côté du nombre de voitures en service et de moyens qu'offre la bourse par véhicule en service. Et ça, c'est... Bah, chapeau. C'est pour ça que je fais ça, et j'ai kiffé ce qu'il a dit, quoi. En gros, pour dire que Tesla a très fortement appauvri le monde automobile, ce qui est absurde. Le fait du succès de Tesla fait que ça a amené tellement de succès que ça appauvrit la valeur de la compagnie, des autres constructeurs. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Des autres compagnies automobiles. Qui fait qu'ils ont un pouvoir financier amoindri et donc une valeur financière amoindrie, leur permettant de faire moins de choses. Et ça devient beaucoup plus précaire, vu que on va dire qu'il y a un marché, il y a une valeur financière de 100, par exemple, dans le marché automobile. Cette valeur est distribuée en fonction de la valeur économique des différents constructeurs. Mais si un constructeur sort vachement du lot, eh ben, une grosse partie de ces sons ira vers ce gros du lot. Et tout le reste vont devoir se répartir tout le reste. Et donc, c'est un risque. C'est un risque que tout le reste de l'univers, donc du marché automobile, se casse la gueule. Et si c'est le cas, là, ça fait mal. Et là, je suis assez d'accord là-dessus. Ça fera très, très, très mal. Et si Tesla est tout seul, je suis pas sûr que ça marche. Je suis pas sûr qu'il puisse servir tout le monde. Il y en aura bien ou deux qui vont s'en sortir. Mais ça va faire très, très mal à l'économie mondiale, à l'économie automobile, pouvoir d'achat, blablabla, blablabla. Et je pense que c'est pas le but. Et de toute manière, on peut pas tous avoir des voitures électriques. On n'a pas l'énergie pour. Et ça n'a pas de sens non plus à un certain point, je pense. Je pense que, moi, c'est ma vision des choses. Je pense qu'à un moment donné, comme ça s'est passé pour le diesel avec l'essence, il y aura un équilibrage des différents modes de propulsion, de traction des voitures. Il y aura sûrement un mélange de essence, peut-être avec du biocarburant, d'hybride et d'électrique. S'il y a un bon équilibre, je pense que moi, ce sera parfait pour tout le monde et je pense que c'est valable pour la couche d'ozone, pour l'environnement, pour tout ce que vous voulez. Ça, c'est mon point de vue. C'est pour ça que, oui, j'aime bien ce que fait Tesla, j'aime la high-tech, mais je suis pas en train de dire, oui, il faut absolument prendre que des Tesla. Non, pas du tout. Prenez ce qui vous plaît et ce qui vous arrange, mais il faut pas prendre 100% que du Tesla. Et il faut pas qu'on se retrouve tous avec des Tesla parce que ça marchera pas. Ça marchera pas, c'est clair, ça marchera pas. Et je suis pas en train de dire, non, les autres prenaient d'autres voitures. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un risque, mais je pencherai plus
pour le phénomène du smartphone pour rester dans ce parallèle. Et il est évident qu'on ne peut pas avoir que des voitures électriques en circulation. Donc, ce que j'ai dit, puis j'ai fait le rapprochement avec l'effet smartphone qu'il y a eu sur le marché du mobile, où Nokia était au top du top, et dès que Apple a sorti son smartphone, donc une nouvelle génération de téléphones, et ben Nokia n'a pas su suivre la tendance et la nouvelle technologie. Et si vous regardez Nokia, ça vaut plus rien maintenant, parce qu'ils n'ont pas réussi à changer. Et je pense que c'est peut-être le même phénomène qui peut arriver au niveau du marché des constructeurs automobiles. Vu que tout le monde va dans la tendance électrique, si les constructeurs n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle tendance, à ce nouveau besoin économique, c'est sûr, ils vont se casser la gueule. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde se met électrique. Il n'y a pas un constructeur qui n'est pas électrique ou qui n'est pas hybride, si je dis pas de bêtises. La différence, c'est que le téléphone, la voiture est une grosse machine qui dure plusieurs décennies. Et les traders qui ont soutenu Tesla ont réduit la capacité d'emprunt des constructeurs traditionnels ayant donc fragilisé un parc de 1,2 milliard de véhicules. C'est ce que je disais plus haut sur le marché automobile. Et voilà, il le dit très bien. Quand la bourse enrichit un constructeur, elle appauvrit ses concurrents, ainsi que tous les utilisateurs des voitures concurrentes. Merci. Et j'ai toujours... Voilà, il fallait que je fasse un like. Voilà. Et voilà. Et lui, il avait... Et ce qui est bien, c'est que après ce qu'il a dit au début, c'est ça que j'ai adoré, moi. Les pires voitures jamais construites. On finit d'accord, et il finit sur son avis personnel, sur son projet personnel. Moi j'ai... Attends. Oh. Voilà. Je n'ai rien... Voilà. De rien, je regrette que le projet de voiture légère à 2,2 litres 100 n'ait pas vu le jour, projet d'une cellule ministérielle il y a 10 ou 12 ans. Je n'ai rien contre les voitures puissantes, mais pas pour aller au boulot, pas plus pour faire ses courses. C'est son point de vue, il n'a pas tort. Alors après, des voitures qui font de 2 litres 100, des voitures légères, en termes de sécurité, c'est un autre souci. On peut faire des avancées technologiques là-dessus. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Je pense que ça à garder en tête. Mais c'est pas mal, mais ça c'est pas fait. Ça sera peut-être plus tard. Peut-être qu'on n'est pas encore prêt pour ça. Et quand il n'y a que des voitures électriques, peut-être qu'on sera amené à le faire. Parce que les voitures électriques ne sont plus bonnes du tout. Trop énergivores, trop lourdes, et j'en passe. Cela aurait été plus simple sur le plan industriel comme sur le plan politique. Et il a tout à fait raison. Et donc, voilà. Pour mon partage de ce live d'aujourd'hui, que vous retrouverez sur YouTube et sur mes différentes plateformes, on en arrive à la conclusion. À la conclusion que Tesla, ça fait quand même beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler, en bien ou en mal. Et on voit que les gens ont différents points de vue, que ce soit ceux qui sont fans des anciennes voitures, disant que celles d'aujourd'hui ne vont pas durer autant de temps. Et c'est clair, ça je suis d'accord. Il y avait Jade aussi, qu'est-ce qu'elle disait qui était intéressant? Non, elle disait rien d'intéressant. Pardon, elle disait rien d'intéressant. Et Henri qui était aussi hyper intéressant et qui, là, il voyait vraiment plus l'aspect mondial économique. Et au final, Tesla, c'est bien, ça plaît à tout le monde, c'est un succès. Il y a des résultats énormes, je crois que c'est un record. En plus, je sais plus c'est quoi le record. Je crois que je l'ai en tête, je le mettrai en commentaire si je trouve. C'est un record en termes de vente ou chiffre d'affaires ou je crois que c'est en rentabilité. Et c'est vrai que là, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Et c'est peut-être pour ça que Tesla, Elon Musk essaie de se rapprocher de Volkswagen pour faire un sorte de partenariat, pour essayer de faire grossir ensemble le parc automobile, mais tout en restant devant, tout en gardant le monopole. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment de la stratégie business ou du business environnement. Et pour ça, j'aime bien au final Tesla aussi, parce qu'au final, on parle de stratégie. Et donc, j'en arrive à la conclusion de cette annonce par rapport au chiffre record de Tesla en 2021, de ne rien faire en 2022, sachant que la concurrence peut les rattraper. Au final, non, Tesla veut capitaliser sur ce qu'ils ont fait en 2021, créer de bonnes fondations, j'ai envie de dire, en termes de fiabilité, en termes de partenariat, et s'assurer que le marché de l'automobile ne se casse pas la tête, c'est ce que j'ai envie de dire. Ce sera ma conclusion. Donc pour moi, la stratégie de Tesla, c'est de capitaliser sur ses rentabilités, sur ses performances de 2021 pour préparer mieux l'avenir et rester leader dans son domaine sur les voitures électriques, sachant que la concurrence est là. Donc l'une des meilleures solutions, au final, pour garder ce leadership, c'est peut-être de s'associer à l'un des plus grands constructeurs actuels automobiles pour s'assurer d'un arrangement et garder ce monopole.
partager une partie pour s'assurer que tout le monde soit encore présent pour que le marché continue d'exister. Voilà, ce sera tout. J'espère que ce stream vous a plu, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à plus. Moi, je me suis régalé. Ciao, ciao. Et voilà. Tchou.